Bonjour à toutes et à tous, goeiedag allemaal. Bienvenue sur ce podcast du Think Tank Marketing and Sustainability de BAM. Je suis Nicolas Ambert et j'ai le plaisir d'animer ce Think Tank. Nous avons publié en décembre 2022 un Green Paper invitant les marketeers à garder le développement durable au centre de leurs priorités. Met mijn collega Joke Klaassen zullen we 5 podcasts opnemen, waar de auteurs van de Green Paper wat meer zullen laten vertellen over een artikel en ons zullen inspireren over deze boeiende materie. Donc, j'accueille aujourd'hui Margot Plurien, Wim Vermeulen et Stéphane Buisseret. Alors, Margot, Wim et Stéphane, peut-être en commençant par Margot, je vais vous demander de vous présenter rapidement. Bonjour et merci de nous accueillir. Donc, je m'appelle Margot et aujourd'hui, je viens dans cette podcast avec une double casquette. Celle d'abord du Shift, le plus grand réseau belge qui promue la soutenabilité, pour laquelle j'ai rejoint le programme Young Challenger, qui est un programme accueillant 40 jeunes de 18 à 35 ans qui veulent encourager vers le changement. Et la deuxième, c'est en tant que Junior Consultant pour une agence de communication et d'affaires publiques européennes, Stroetema & Partners. Ok, merci Margot. Stéphane? Oui, Nicolas, merci de nous accueillir également. Donc moi je suis Stéphane Buisseret, je suis le chairman de l'agence créative R, qui a commencé sa transformation en faisant une certification B Corp, qui nous a été accordée il y a maintenant plusieurs mois. Et donc on avance et on s'améliore, on veut faire partie de la solution. Super. Wim? Ja, dus ook voor mij bedankt om ons samen te brengen. Duurzaamheid is een belangrijk debat in onze industrie. Het is goed dat we de tijd nemen om daarover te spreken. Mijn naam is Wim. Ik ben partner bij Boepka. Boepka is ook een B Corp. En een communicatiebureau dat werkt voor klanten zoals Polestar, Bosch, Triodos. Wij hebben 3 jaar geleden beslist om duurzaamheid centraal in onze bedrijfsstrategie te plaatsen. En daar doen wij nogal veel wetenschappelijk werk om heel goed te begrijpen hoe dat communicatie rond duurzaamheid werkt. Want die werkt enigszins anders dan communicatie voor niet duurzame producten. En in mijn vrije tijd ben ik documentairemaker en schrijver. Ik heb 3 boeken. De laatste boek is net uit, zoals het jouwe, Nicolas. Is het mijne ook net uit. Dat noemt Speak Up Now en het gaat over marketing in times of climate crisis. Zeker een... We hebben tous les deux écrit un livre. Een aanrader. Ja, donc Margot et moi, qu'est-ce que ensemble pour... C'est peut-être un signe, hein? Ok, super, bedankt Wim. Alors Margot, peut-être la première question pour toi. Alors, on est tous familiers avec le concept de greenwashing. Mais dans ton article, dans le Green Paper, tu parles aussi de greenhushing. Alors, tu peux peut-être nous expliquer de quoi il s'agit? Bien sûr, et je trouve qu'on a parfaitement l'équipe pour parler de ce sujet, puisqu'on est tous plus ou moins dans la communication et qu'on est très dédiés à faire en sorte que la communication sur la soutenabilité soit claire et précise. Donc le greenwashing, tout le monde a plus ou moins entendu parler de ça. Il s'agit de faire des revendications environnementales qui ne sont pas fondées dans la réalité. Donc on a en tête par exemple des grands procès, typiquement avec H&M, qui a été accusé de ne pas avoir le backing pour les revendications environnementales qu'ils ont avancées. Et on pense également au niveau européen, puisque c'est ma spécialité aussi, à la discussion qui a lieu en ce moment sur les green claims et comment dire qu'un produit est environnementalement neutre ou climate neutral. Donc qu'est-ce que c'est que le greenwashing? C'est à peu près à l'opposé. Donc ça va être justement le revers de cette même médaille. Le fait que des entreprises ou des grandes organisations ont de plus en plus peur ou sont de plus en plus timides à partager sur leurs progrès environnementaux. Donc typiquement, ça va être la crainte du backlash, du bad buzz, de se dire voilà, j'ai l'impression qu'on n'en fait pas assez ou c'est pas le centre d'intérêt de mon activité. Donc j'ai peur que si justement je partage sur mon rapport de soutenabilité ou sur mes initiatives, ça ne va pas bien être reçu. Mais pourtant, c'est un vrai problème, Nicolas, parce qu'on a besoin que les entreprises soient transparentes. Déjà, il y a une obligation législative, parce qu'on a de plus en plus de législation au niveau européen et au niveau national qui demandent cette transparence. Donc, de toute façon, les organisations vont devoir communiquer. Et secondement, c'est qu'on a besoin de cette transparence afin d'établir le changement. On ne peut pas faire un effort ou on ne peut pas encourager au changement si on ne sait pas où en sont tous les acteurs de la chaîne.
Et typiquement, nous, ce qu'on veut vraiment encourager au Shift, mais aussi à Sweaterlight Partners, c'est de ne pas avoir seulement des pionniers qui partagent leurs expériences, mais que tous et toutes, on puisse dire, voilà, c'est la façon dont on fait les choses, pour permettre aux consommateurs de faire vraiment le changement avec leur portefeuille. Le fait de partager vos ambitions avec le monde extérieur ne vous rend pas seulement responsable devant l'opinion publique, mais peut également contribuer à rallier votre équipe autour de vos objectifs. Et nous, on pense vraiment que c'est important d'avoir cette cohésion. Vos employés sont votre meilleur atout dans la mise en œuvre de votre stratégie de développement durable. Et en faisant le développement durable un objectif public, vous assurez de garder vos équipes motivées et concentrées, et surtout d'inspirer d'autres acteurs de la chaîne. Oui, donc si je comprends bien, c'est en fait la recherche d'un équilibre, hein, parce que d'une part, il ne faut pas tomber dans le greenwashing en disant plus que ce qu'on fait, mais ce que tu dis aussi, c'est que ce n'est pas une raison du coup pour ce terme, c'est important aussi de communiquer. Stéphane, tu veux peut-être Mais non, parce que je trouve très intéressant dans cette approche-là, et je pense que c'est fondamental aujourd'hui, et c'est vraiment le shift qu'on est en train de voir, c'est que les marketeers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il faut faire la sustainability, donc on a un produit qui est un peu éco-responsable, on y va, quoi. On met la sauce derrière, et on le communique, et en fait, ça irradie sur l'ensemble de la société, de la compagnie, l'entreprise. Mais ce qu'on voit, c'est que le travers du marketeur, on va dire, qui est un peu vite de dire « je vais prendre ce produit-là » ou « je vais prendre cette marque-là », parce qu'il y a aussi des marques qui sont plus éco-responsables dans des groupes qui ne le sont peut-être pas tout à fait. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que en fait, c'est fini. En fait, ce qu'on regarde à travers de la loupe, hein, c'est ça que tu dis, c'est qu'on remonte dans l'entreprise. Donc une entreprise qui met en avant certains produits verts, mais qui derrière, au fond, la majorité de business ne le sont pas, c'est plus acceptable aujourd'hui. Donc moi, j'aime bien cet exemple de H&M, parce que, tu vois, c'est la ligne, c'est ça, hein, c'est la ligne de fringues éco-responsables, alors que 90% de la collection ne l'est pas. Ça ne va plus aujourd'hui. Ouais. Donc on va vraiment chercher plus caché au cœur de l'entreprise, et c'est cette tension-là que j'aime bien. Ça remonte, c'est ce qu'on voit avec la sustainability. Hein, tu vois, au début, ça avance très vite. Donc on est tous à tâtons un peu là. Et là, tu vois que ça remonte, et on remonte à la source. Ça, c'est formidable, quoi. Ouais. Ça fait avancer les choses. Ouais. Wim, Margot zei, ja, dat is belangrijk om iets te zeggen. Dus greenwashing is ook niet oké. Maar uit jullie onderzoek, je had het straks over professor Gino Verleij, die ook in een andere podcast-episode aan bod komt. Uit jullie onderzoek komt dat heel veel communicatie van merken over duurzaamheid niet geloofwaardig is. Hoe komt dat eigenlijk? Ja, dus het is heel belangrijk dat merken zich uitspreken. Inderdaad, greenwashing is spijtig, omdat heel veel bedrijven goed bezig zijn, maar het nog niet willen zeggen, omdat ze nog niet 100% klaar zijn. En dus denken van, oei, als we het gaan zeggen, we zijn nog niet 100% klaar, dan gaan we als greenwasher bestemd worden, en daar zijn de negatieve effecten nog veel groter, dus we gaan zwijgen. Wij hebben onderzocht, omdat duurzaamheid zo'n gevoelig thema is, want de duurzame transitie is het grootste probleem dat de mensheid ooit heeft moeten oplossen, ligt het ook wel heel erg gevoelig. En de bedrijfswereld heeft geen grote reputatie in het oplossen van maatschappelijke problemen. Hè. Dus als de bedrijfswereld of het bedrijfsleven spreekt over duurzaamheid, dan is de consument per definitie een beetje cynisch. Hè. Want ze geloven niet allemaal dat de bedrijfswereld de wereld wil redden. Hè. Toch niet zonder eigenbelang. En dus wat we geprobeerd hebben is om goed te begrijpen hoe dat duurzame communicatie werkt. Wat hebben we gedaan? We hebben een 100-tal dus we hebben duurzame campagnes getest. Een 100-tal video en tv en online video. En nu recent voor de VAR ook 100 radiocampagnes. De resultaten zijn overal gelijk. Maar 1 op de 10 duurzame campagnes zijn geloofwaardig. Hè. Ja, daar moeten we even bij stilstaan, want het is een beetje zoals de klimaatcijfer. Dit is ook een dramatisch cijfer. Hè, want dat wil zeggen dat 9 van de 10 duurzame campagnes niet geloofwaardig is. Het wil ook zeggen dat de geloofwaardigheid is de nieuwe key metric voor campagnes die over duurzaamheid spreken. Want dat is de eerste stap. Hè. Dus als je niet geloofwaardig bent, dan zijn de andere key metrics zoals likability of recognition of attribution, die hebben geen plaats meer, want je moet eerst geloofwaardig zijn vooraleer dat die kunnen werken.
De tweede wat we gevonden hebben, dus de 9,7% is het percentage campagnes dat geloofwaardig is, dus minder dan 1 op 10. Een tweede driver voor transformatie is de motivatiekracht van die campagnes. Worden mensen gemotiveerd om te kiezen voor een duurzaam alternatief. En daar is het cijfer mogelijk nog lager, daar is maar 6,7%. Dus vandaag, en het heeft te maken met de taal die we spreken, want we hebben ook gekeken naar sectoren. We hebben campagnes uit 10 verschillende sectoren. En de cijfers zijn overal even laag. Dus het is niet zo, je zou kunnen denken van als we nu een industrie nemen die heel erg koolstofintensief is, zou daar de geloofwaardigheid lager moeten zijn. Het is overal, across industries. Dus het heeft te maken met de taal die we spreken. En dat hebben we dus onderzocht. En het is dat model dat we nu, dat is een academisch model. Hè? Dus zoals ik net zei, voordat we begonnen, het is peer-reviewed, dus het is academisch geaccepteerd. Dus wel goed, dat maakt ons wel wat uniek, omdat wij met een uniek academisch model, sterk onderbouwd model werken. En wat we gevonden hebben, er zijn 5 elementen die iets geloofwaardig maken. En die 5 elementen samen, die verklaren 72% van de variëteit in de scores. Dus dat is wel belangrijk. En het is een andere manier van denken. Een van de 5 elementen is bijvoorbeeld, een derde belangrijkste element is de urgentie. Dus mensen willen voelen dat bedrijven de urgentie van de duurzame transitie begrijpen. En als ze dat niet voelen, dan gaan ze niet echt geloven wat dat een bedrijf zegt. Dus het is een andere manier van denken en een andere manier van spreken. Ja, absoluut. Ja, dat zijn eigenlijk nieuwe skills die we als marketeers moeten leren. Ja. Stéphane, chez R, vous remontez même un peu plus haut, vous remontez même à la source, c'est-à-dire à l'ADN des marques en fait. Et donc dans ton article avec Eric, vous disiez que il fallait évoluer du concept de love brands à un concept de well brands. Tu peux nous expliquer ça? Ben oui, mais ça a tout à voir avec finalement les fondamentaux de notre métier. Pour la petite histoire, si on remonte à il y a presque 20 ans, c'est Kevin Roberts, à l'époque le CEO de Saatchi, qui avait fait un bouquin qui a un succès incroyable, s'appelait Love Marks, The Future of Brands. Et en fait, en résumé, il disait que face à la banalisation des produits, et des marques, les marques devaient susciter une relation, une fidélité, un attachement, une envie, et donc quelque part une relation presque amoureuse avec la marque. Et puis après on peut développer, mais aujourd'hui c'est quasi inaudible. Mais qu'est-ce que ça fait au fond, c'est que ces marques du coup, elles ont fait, et les marketeers ont fait leur métier là comme aussi, c'est-à-dire on a plutôt créé des besoins plutôt que répondre à des besoins. Et donc, pour donner envie, et aujourd'hui, voilà, c'est ça qui donne aussi, en partie, un monde de surconsommation. Et donc, cette approche est un peu révolue. Et aujourd'hui, les marques, elles doivent être conscientes des enjeux actuels. C'est ce qu'on attend d'elles. Et quelque part, pourquoi ? Au fond, parce qu'on a besoin de créer un monde qui est meilleur, un monde qui est plus acceptable. On appelle ça un monde de bien-être ou de well-being. Et donc, si on veut un monde de well-being, ce qu'on pourrait appeler un well world, en quelque sorte, eh bien, si une marque veut s'inscrire là-dedans et jouer son rôle, elle doit devenir une well brand et plus une love brand. C'est-à-dire qu'elle doit répondre à des besoins réels, avec des produits qui sont responsables, et être accountable pour la trace qu'elle laisse à la fois sur la planète et pour les gens. Et donc, c'est aussi... c'est un changement radical, mais c'est aussi un changement formidable. Parce que quelque part, c'est directement aussi lié au purpose. Ça veut dire que les marques ont la possibilité de changer des choses. Et je rebondis un petit peu sur ce que Wim disait, parce que c'est vrai, les gens sont sceptiques par rapport au message. Et c'est vrai que les claims sont sceptiques aussi. Futura faisait une étude là-dessus, et 42% des claims sont en fait non recevables. Donc, quelque part, le consommateur n'a pas tout à fait tort de ne pas y croire. Mais en même temps, et puis on en reviendra après, mais il y a quand même 66% des gens qui pensent que la communication peut changer le monde. Pour autant que l'industrie arrête d'utiliser tous ces stéréotypes. Donc quelque part, il y a le besoin, clairement,
mais il y a aussi, je pense, une forme de... c'est recevable. Et c'est recevable par tout le monde. Et donc, voilà, ce concept de well brand, en fait, bon, on est des simplificateurs, donc ça simplifie tout, évidemment. Mais je trouve qu'il est fort dans le narratif de transition, puisqu'on passe de là où on était. C'est l'occasion, au fond, de le simplifier, de le rendre accessible. On a passé de love brand à well brand. Et c'est un changement de type de consommation. C'est aussi un changement d'économie, quoi, de type d'économie. Et de type de narratif aussi. Et je rebondis un peu là-dessus pour revenir vers toi, Margot, où tu disais en fait que ce qui était important pour les entreprises, c'est d'être honnête par rapport aux limites de leur stratégie de développement durable. Alors, ce qui est, pour les gens de l'âge de Stéphane, et les jeunes, ouais. Les jeunes comme nous. Ou les moins jeunes, on dit, c'est ça. Pour nous, c'est super contre-intuitif parce que nous, on a été élevés dans l'idée de... alors, les pubs, c'était « just do it, the best a man can get », etc. Donc, on est toujours un peu dans le superlatif, dans le « regardez, on est formidable, on est merveilleux », etc. Donc, c'est compliqué pour les gens de notre génération de prendre ce tournant. Tu peux nous expliquer pourquoi, en fait, il faut quelque part montrer un peu sa fragilité en tant qu'entreprise et montrer ses limites. J'aime bien l'expression en néerlandais, on dit zich kwetsbaar opstellen. Donc, montrer sa fragilité, pourquoi c'est important? Alors, il n'y a pas de souci. Et c'est surtout, moi, j'ai envie de rebondir sur ce que disait Stéphane sur le Love Brand. J'ai envie de dire que c'est dans la continuité. On peut quasiment faire le bureau des cœurs du marketing. On passe de être amoureux d'une marque ou de quelqu'un qu'on croise sans vraiment les connaître à vraiment établir une relation de long terme. Et comme on sait, pour faire une relation de long terme, il faut avoir justement une base d'honnêteté et d'authenticité. Et je pense que c'est vraiment, pour moi, c'est logique en fait. Lorsqu'une entreprise s'engage sur la voie du développement durable, elle le fait dans le contexte de son industrie, des marchés dans lesquels elle opère, avec les outils qui lui sont disponibles. Et ça, c'est pas forcément quelque chose dont le consommateur a conscience. Et surtout avec des marques qui sont pionnières, qui vont baser beaucoup de leur image sur le fait d'être très durable, d'être très environmentally friendly, le public va pas accepter qu'il n'y ait pas une prise de conscience ou une prise d'authenticité ou d'être leader dans la conversation et de reconnaître ses propres limites. La marge de manœuvre pour, disons, une microbrasserie bruxelloise ne sera pas la même que pour une entreprise de construction internationale. Ça ne va pas être les mêmes enjeux, ça va être les mêmes outils. Et en parlant de microbrasserie, j'ai vraiment envie de parler de Brussels Beer Project et de leur rapport de soutenabilité What We Do Good, What We Do Bad, qui est juste un slogan génial, parce que justement, ça prend upfront de dire, voilà, on sait qu'il y a des choses qu'il faut améliorer, et ça donne tellement plus de valeur au rapport en lui-même, parce que très souvent, les rapports de même ont été utilisés comme des outils marketing et de dire, voilà, on est génial, on a réduit tout ça d'empreinte carbone, mais on ne sait pas ce que c'est par rapport à d'autres entreprises qui sont dans le même secteur, ou on ne sait pas, ou même en général, si je vous dis 10 tonnes de carbone, la plupart des gens n'ont aucune idée de ce que ça représente à l'échelle mondiale. Donc, en fonction du secteur d'activité, j'ai envie de dire, il faut vraiment prendre en compte ce contexte et en faire un outil en soi pour justement bâtir cette relation de long terme avec son public et de dire, voilà, on sait que s'il y aura des problèmes, on va les régler. Et tu peux nous faire confiance en on peut rester fidèle. Daar heb je helemaal gelijk in, want de eerste en de belangrijkste driver van de geloofwaardigheid is eerlijkheid, is transparantie. Hè. Dus het is inderdaad zo, wij komen inderdaad uit een periode waar dat de belangrijkste tactiek in reclame was dramatizing the benefit. Ja. En de consumenten hebben ook geleerd om die code te begrijpen. Ja. Als wij zeggen, tandpasta-reclame zegt, als je mijn tandpasta gebruikt, zullen morgen jouw tanden kristalhelder wit zijn. Iedereen weet dat dat zo niet is. Hè? En niemand gaat terug naar de lijzen de dag daarna om te zeggen, het werkt niet, ik wil mijn geld terug. Absoluut. Dramatiseren is een mooi woord om eigenlijk overdrijven te zeggen. Overdrijven te zeggen, voilà. Ja, voilà. En die taal, die spreken wij nog altijd. Ja. Alleen kan je die taal niet spreken als het gaat over duurzaamheid, want het probleem is te groot en te gevoelig. Ja. En dus de eerlijkheid is de moeilijkste taak die we hebben, of de moeilijkste regel die we moeten toepassen. Omdat wij per definitie niet echt proberen om eerlijk te zijn. We proberen een droom te verkopen, we proberen de dingen groter te maken, de dingen roziger te maken dan dat ze zijn. Dat is de training die wij gekregen hebben. Dat is wat we geleerd hebben van Ogilvy, David Ogilvy, Bill Bernbach. Zo zijn wij getraind, dus het is moeilijk om nu te zeggen van oei nee, wacht, we moeten dingen ontleren. Voilà. Ja. En als we kijken naar greenwashing, waar dat we mee begonnen zijn,
Uit onze eerste studie blijkt ook dat van de 100 campagnes dat er 59% daarvan kunnen gekarakteriseerd worden als greenwashing. Nu, zijn dat allemaal marketeers die bewust zeggen van wij willen liegen? Nee, dat is gewoon omdat we niet gewoon zijn om het niet te dramatiseren. Hè? En wij noemen producten eco-friendly als het nog niet helemaal zijn, maar wij zijn nog niet bewust van het belang van het juist te vertellen. En dus dat komt, en daarvoor hebben we die regels van wat wij gedaan hebben met Come to Zero, Stefan, de 6 regels van greenwashing of tegen greenwashing. Dat zijn allemaal belangrijke elementen die ons gaan helpen om goed te begrijpen hoe dat je vandaag moet communiceren als merk over duurzaamheid. Ja. Ik denk dat er heel veel... soms zijn marketeers gewoon een beetje onhandig. En heel veel greenwashing komt niet noodzakelijk uit cynisme of uit bewust gewoon mensen willen bedriegen of zo. Ja. Maar komt omdat mensen de codes van het verleden toepassen op een problematiek van vandaag. En dat lukt eigenlijk niet meer. Ik las gisteren een artikel en dat was heel inspirerend. Dat was de marketeer van Patagonia. Ik weet niet of het wereldwijd of Europees was, maar Patagonia is het merk bij uitstek die beschouwd wordt als de archetype van het duurzame merk. En die gast die zei gewoon van, ja, we gebruiken het woord duurzaamheid niet. Wij zijn niet duurzaam. Wij zijn niet duurzaam, want als je ons koopt, als je een van onze producten koopt, dat heeft een voetafdruk. Ja. Wij zijn responsible, maar wij zijn niet duurzaam. Dus zelfs een merk als Patagonia zegt gewoon, en dat is een heel mooi voorbeeld van hoe je geloofwaardig communiceert en je bent gewoon eerlijk met wat je doet en zegt. Mais Stéphane, tu voulais réagir sur ce que disait Wim? Mais oui, parce que il y a des tips, des tips en tout cas, way to go pour éviter le greenwashing. Il y a aussi derrière, en fait, et je trouve que ça doit parfois être un peu plus accentué, il y a aussi une responsabilité. Comme tu sais, Nicolas, moi je suis un peu retourné à l'école là, pour essayer et là-dedans, il y a un cours juridique, légal, quoi, sur la responsabilité des entreprises et des personnes derrière les entreprises. Parce que, tu vois, dans un processus classique, le marketing n'a pas toujours toute l'information sur ce qu'il va vendre, l'agence en a encore moins, et à quelque part tout le monde dit, moi je ne savais pas, on m'a dit que c'était comme ça, et en fin de compte, on arrive avec finalement des fausses claims, quoi. Et donc... Je pense que c'est une tendance, en tout cas, qui va monter assez fort, c'est commencer à impliquer la responsabilité. Et quand on voit, dans les cas de greenwashing, c'est pas juste le marketeur ou le CEO, c'est toute la chaîne qui commence à être responsable de la production et de ce qui est vendu, quoi. Et ça, je trouve, c'est très important aussi. Je pense que la pression va augmenter parce qu'on va devenir accountable aussi au niveau de l'intention et de la connaissance. Donc concrètement, ça veut dire une agence de com, elle doit demander les renseignements, elle doit s'informer sur les produits sur lesquels elle va communiquer et remonter la chaîne, et le marketeur aussi doit s'informer parce qu'on est accountable, responsable, pas encore toujours et tout de suite juridiquement, mais je pense que ça va venir. Ouais. Oui, ça appelle vraiment les gens de marketing à élargir aussi leur scope. On n'est plus uniquement cette petite relation confortable entre la marque et le consommateur. Ça veut dire que ça implique aussi des aspects juridiques, des aspects de réputation, des aspects très techniques aussi. Margot, tu voulais réagir là-dessus? Oui, j'aime bien. Je pense que pour le greenwashing, on a de plus en plus de matériel disponible pour dire aux entreprises, voilà, ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour ne pas faire du greenwashing. Mais j'ai envie de revenir sur le sujet de l'article qui était le greenwashing. Il y a aussi des tips. Et pour moi, c'est vraiment la partie apparente ou superficielle de l'iceberg. Si vous avez une bonne politique de communication sur vos efforts environnementaux, que vous ne faites pas de greenwashing, pour ne pas faire de greenwashing, il faut vraiment, je pense, avoir une discipline intérieure de transparence et de dialogue constructif. Parce que si, à la base, dans l'entreprise, on se dit, voilà, il y a des trucs qu'on ne fait pas forcément très bien, mais qu'on va résoudre, et on va avoir un vrai débat par rapport à ça, et on va faire en sorte que tout le monde soit au courant de ce genre de choses. Dans ce cas-là, on va avoir une communication qui va refléter ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est exactement ce que disait Stéphane. Enfin, évidemment, l'agence de communication doit s'éduquer et faire en sorte et accompagner le client pour avoir une communication qui fait sens. Mais je pense qu'aussi, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, et ça va être vraiment sur la politique interne ou la discussion qu'il y a à l'intérieur de l'organisation. Ouais.
Tu disais aussi que parfois c'est bien d'avouer qu'on a changé d'avis, par exemple, ou qu'on s'est trompé. De nouveau, quelque chose qui, pour les gens de notre génération, est assez contre-intuitif, ça fait un peu peur. Oui, non, mais je comprends tout à fait. C'est surtout que pour moi, au stade où on en est, à cause de l'urgence climatique, on ne peut plus seulement se rallier ou s'attendre à ce que des marques pionnières, on a parlé de Patagonia, on peut parler de Oatly ou de Brussels Beer Project, des marques qui ont justement dans leur ADN la soutenabilité. On a besoin d'eux, et forcément, ça va être les gens qui vont être des trailblazers, mais on a aussi besoin que toutes les entreprises, même celles qui sont par essence pas soutenables, fassent un effort. Et pour ça, il va falloir qu'on ait des discussions inconfortables, qu'on ait des grandes marques. Je pense par exemple, en ce moment, au niveau européen, on parle de peut-être bannir les voitures qui marchent à essence. Donc, on va devoir avoir des marques comme BMW. Il faut qu'ils deviennent soutenables maintenant. Et donc, il y a forcément un moment où on va se dire, voilà, il faut qu'une marque arrive à se dire, bah voilà, cette décision n'était pas correcte. Et ça, je pense que c'est un impact important à 3 niveaux. Au niveau interne, comme je le disais, c'est symptomatique d'une culture d'entreprise. Il faut que ce soit une discussion qu'on ait pour que aussi les employés se sentent responsabilisés, ou aient le ownership pour dire, voilà, je vais refléter et dire qu'il y a telle et telle chose qui pourrait être améliorée. Au niveau externe, donc on en a déjà parlé, c'est vraiment cette relation de confiance avec les clients, mais aussi avec les partenaires. Et surtout, je pense, avec vos partenaires de la chaîne, de dire à vos fournisseurs ou aux gens qui distribuent vos produits, nous, c'est quelque chose qui est important pour nous, dites-nous s'il y a des choses qu'on peut améliorer. Et je pense que vraiment, à partir du moment où on a cette cohésion, on peut vraiment gagner en crédibilité. Et il y a un exemple que j'avais révélé dans l'article, c'est Oatly, donc cette marque suédoise de lait végétal, qui a publié un post sur Instagram qui est typique de ma génération, et ça disait juste « We suck ». On craint, et c'était par rapport aux pailles qu'ils utilisaient dans leur paquet individuel. Comme Oatly, c'est une marque pionnière, il y a beaucoup d'exigences de la part de leur public qui s'attendent à ce qu'ils soient toujours pionniers, qu'ils soient toujours en avance. Et avec ce type de poste, ils disent, voilà, on sait qu'on n'a pas été en avance sur ce côté-là, on n'a pas été pionniers, mais on va faire des efforts. Non, mais ça, c'est typique aussi c'est beaucoup de marques aussi, B Corp dont tu parles, finalement, ils sont tellement loin dans leur mesurabilité, dans l'amélioration, qui maintenant ils passent au volet suivant, qui est de dire qu'est-ce qu'on ne fait pas bien. Quoi. C'est ça qui est formidable. Il y a aussi l'exemple de Patagonia avec Don't Buy This Jacket pour Black Friday. Ce sont quand même des statements très très forts de ce qu'il ne faut pas faire ou plus faire, plutôt que d'essayer de dire encore qu'est-ce qu'on fait bien, quoi, qui est un peu leur... Tony Chocolonely qui dit on a retrouvé des exemples de travail des enfants dans nos supply chain. Évidemment, c'est pas bien, mais en même temps, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on sait le traquer, on sait l'adresser, on le trouve. On sait adresser le problème, mais je vois assez mal, je ne vais pas citer de marque, mais les grandes marques leaders dire publiquement on a retrouvé des cas de travail d'enfants dans nos supply chain. Speak up now. Het is, Margot zei het ook, we komen nu in een fase waar het gaat over de moeilijkere beslissingen, de step changes. Waarom is het zo hoogdringend dat marketeers ook speak-up en ook drastisch gaan veranderen, Wim? Ja, het antwoord daarop op die vraag is geschreven in een IPCC-rapport. Dus als we kijken naar onze transitie, dan het syntheserapport van de IPCC 2 weken geleden was heel erg helder. We gaan 1,5 graad zelfs niet meer halen. Ja. Dus dat is heel erg dramatisch. De gevolgen daarvan zijn heel groot. Mijn dochter zal, ik heb de berekening gemaakt, zal 70 zijn in 2063. Nu dat wij 1,5 graad niet zullen halen, zal zij een leven kennen, een heel leven kennen, met alleen maar de negatieve effecten van de klimaatcrisis. Want 1,5 graad, de negatieve effecten van de klimaatcrisis zullen verdwijnen als we het klimaat stabiliseren. Als we het klimaat konden stabiliseren op 1,5 graad, was dat rond 2050. Nu zal het hopelijk 2 graden worden, dat is 2070. Dus de mensen die tussen nu en 2070 hun leven leiden, hun leven zal bepaald worden door de negatieve effecten van de klimaatcrisis, die natuurlijk tussen nu en 2070 alleen maar erger gaan worden. Dus het is een heel triestige gedachte. Waarom halen we die 1,5 graad niet? Dat is omdat het Parijsakkoord en de afspraken zijn heel erg getuned op cut supply. Dus met andere woorden, je trekt de stekker uit Big Oil. Wat dat vandaag natuurlijk
politiek een heel gevoelig en een tamelijk onhaalbare tactiek is. Dus zijn er klimaatwetenschappers die zeggen, oké, de strategie cut supply, dat lukt niet helemaal. Er is nog een alternatieve strategie, dat is change demand. En change demand is wat dat wij doen. En zij hebben uitgerekend, en dat is de groep rond Felix Kreutzig, Duitse klimaatwetenschapper, en die heeft uitgerekend dat als we de vraag kunnen aanpassen, als we die vraag kunnen aanpassen, dat we dan 40-70% globale reducties van CO2 kunnen halen. 40-70%, dat is genoeg om ons terug on track te brengen naar 1,5 graad. Dus dat is hyperbelangrijk. En wat hij zegt in zijn... dus hij heeft het helemaal uitgeschreven, wat dat change demand allemaal wil zeggen. En een van de belangrijke tactieken daarin is het sociaal normeren van duurzaam consumptiegedrag. Ja. En dat is superbelangrijk, want dat wil zeggen dat de rol van marketeers en klimaatwetenschappers in het oplossen van de klimaatcrisis is gedefinieerd. Wij mogen bij wijze van spreken stoppen met denken over wat dat we allemaal moeten doen. Het is geschreven, het is becijferd. En sociaal normeren is iets wat wij doen. Voilà, dat doen wij alle dagen. Ons vak. Dat is ons vak. Voilà. Dus met alles wat wij uitbrengen, sociaal normeren wij. Ja. Bij Black Friday sociaal normeren we over consumptie. Als Dila en Camille zegt, wij sluiten de deuren, dan sociaal normeren zij duurzame consumptie. En dus het is nu eigenlijk gewoon simpel voor marketeers, voor reclamemensen. Alles wat wij doen, maar ook alles wat we doen, als we willen meehelpen in het oplossen van de klimaatcrisis en ervoor te zorgen dat onze kinderen niet die wereld gaan kennen van 2 graden, dan moeten wij gewoon zorgen dat alles wat we doen, dat we kunnen zeggen van wij sociaal normeren duurzaam gedrag. Maar marketeers zijn natuurlijk heel weinig betrokken bij scope 1 en scope 2. Die zijn meer betrokken bij scope 3 en die zitten niet in de debatten. Heel kort zeggen voor onze luisteraars. Scope 1, scope 2 en scope 3 is... Scope 1 en scope 2, dat is eigenlijk... Dus alle producten die wij maken, worden gemaakt op basis van energie. En die energie is nog voor 80% fossiele brandstoffen. De scope 1 en scope 2, dat is wat dat de bedrijven, de energie die nodig is om de grondstoffen naar de fabriek te brengen. Scope 2 is wat er gebeurt aan de productie. Scope 3 is de koolstofemissies die in de value chain zitten en ook door de consument. Dus als iemand in een wagen start, en een dieselwagen, en die start de wagen, de emissies die daardoor veroorzaakt worden zijn scope 3. En dat wordt de verantwoordelijkheid, of dat is de verantwoordelijkheid van het merk. Ja. Dus het merk is ook verantwoordelijk voor de uitstoot die er komt als consumenten zijn producten gebruiken. Ja. Voilà. En dat wordt vandaag nog niet op gerapporteerd, maar dat komt. Dat wordt wettelijk noodzakelijk. Dat zal dus ook druk zetten op iedereen, inbegrepen ook op de marketeer. Voilà. En dus scope 3 is het domein van de marketeer. En dus er zal een rapportage komen op scope 3, maar we moeten daar niet op wachten. Want de klimaatwetenschap heeft al gezegd wat we moeten doen met scope 3, is namelijk zorgen dat er een transformatie komt van niet duurzaam naar duurzaam. En dat is wat we nu moeten doen. En het is waarom is het hoogdringend? Het is hoogdringend omdat het voor iedereen hoogdringend is. Maar wij hebben nu geluk dat wij een heel simpele opdracht gekregen hebben van de klimaatwetenschappers, en dat is, doe wat dat je doet, maar doe wat dat je doet naar de transitie voor duurzaam, maar blijf doen en doe het heel snel. Ja, voor de marketeers die daar meer over willen weten, ik ga het zeker aan om het boek van Wim te lezen, Speak Up Now. Speak Up Now, ja, dank je. We komen stilaan aan het einde van ons verhaal, dat is jammer, maar dat is heel boeiend. Ik ga elk van jullie misschien een voorbeeld vragen van een merk. On va peut-être commencer par toi, Stéphane. Alors, aucune marque n'est parfaite, mais si tu devais donner un exemple d'une marque qui est sur le bon chemin, selon toi, en termes de durabilité. Ouais, aucune marque n'est parfaite et au fait, aucune marque ne le sera. Je veux dire, c'est un trajet et on va être en constante amélioration pendant les décennies qui viennent. Moi, je suis toujours un grand admirateur de Jules parce que c'est un cas difficile. C'est du fast fashion, donc c'est le diable, c'est le deuxième plus gros pollueur. Et voilà, c'est une société donc
fast fashion prix accessible pour hommes. C'était concurrent à Zara, et Celio et toutes ces marques-là. Et je dois dire qu'ils ont pris un engagement zéro waste et ils ont commencé à attaquer tout le processus progressivement. Depuis 5 ans maintenant, ils ont fait des progrès énormes. Ils communiquent là-dessus, mais sans en faire non plus ils ne communiquent pas que là-dessus, mais surtout aussi ils communiquent leurs progrès très régulièrement. Ils ont fait des choses incroyables comme arriver à recréer une économie de production locale pour certains de leurs produits. Voilà. Alors ils n'y sont pas, mais en même temps, à la fois il y a une bonne... ils prennent ça bien en main. Ouais. Mais de l'autre côté, il y a aussi une vision sur l'évolution de l'homme, puisque leur client, c'est l'homme, et de ce que c'est un homme moderne aujourd'hui, qui doit être plus responsable. Et la marque rejoint l'homme dans l'évolution de sa culture, et ça, je trouve ça vraiment... C'est un beau cas, je trouve ça un très beau cas d'école en termes de communication, de justement plus être dans l'exagération, être dans le... Bon, voilà, on en est où on en est, etc. Puis de communiquer aussi des valeurs qui sont intéressantes, quoi. Margot, toi, tu as un petit chouchou dans les marques? J'ai plusieurs chouchous. J'ai déjà parlé du Brussels Spur Project pour rester dans la food et dans les exemples locaux. Donc, je suis française, mais un de mes chouchous local, ça va être Colruyt, et notamment tout leur effort sur l'éco-score. Donc, l'éco-score, c'est quoi? C'est en fait le Nutri-Score avec l'impact environnemental. Donc, on parlait justement du Scope 1, Scope 2, Scope 3. Et donc, l'éco-score, ça a été développé, c'est un projet pilote à l'origine du gouvernement français. Donc, il y a une énorme base de données avec plusieurs produits alimentaires et calcul de leur impact environnemental, mais ça comprend aussi le transport, l'emballage et la façon dont ça a été produit. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir avec ce qu'on appelle un front-of-pack label, donc une étiquette sur le devant du produit, de dire, voilà, est-ce que c'est mieux pour moi d'acheter une bouteille de lait bio qui a été importé je sais pas où, ou d'acheter quelque chose qui n'est pas bio mais qui est moins emballé et ainsi de suite. Et donc en fait de simplifier toutes ces décisions parce qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus complexe. Oui. Et je trouve qu'on met beaucoup de pression sur le consommateur de dire voilà, il faut être responsable, il faut que vous enseignez. Moi personnellement c'est un sujet qui m'intéresse, mais même moi dans les rayons du supermarché j'ai pas forcément constamment mon téléphone à la main à aller chercher toutes les informations sur telle et telle marque. Donc, je trouve que c'est génial d'avoir ce type d'entreprise qui, justement, vont être pionnières et vont essayer d'améliorer l'accès à l'information. Ouais, tout à fait. C'est complexe, la durabilité. C'est pas... Souvent, c'est un peu des discussions de café du commerce sur « ouais, ça c'est bien, ça c'est pas bien ». Derrière, c'est pas mal de science. Du coup, c'est difficile d'accès pour le consommateur et des méthodologies basées sur de la science comme l'éco-score sont effectivement... Exactement, et l'éco-score, juste pour préciser, basé sur de la science, ça va être tout ce qui est life cycle analysis, donc c'est aussi beaucoup d'équations très très complexes derrière. Ouais. Voilà. Alors moi, mon petit appel perso là, pour les gens qui travaillent sur l'éco-score, c'est d'un jour arriver aussi à y intégrer des dimensions sociales. Oui, bien sûr. Parce que ça, malheureusement, c'est pas encore dedans. Donc, de nouveau, la durabilité, c'est du progrès, donc c'est pas pour critiquer l'éco-score, c'est très bien parce que ça permet d'avancer. Mais après, il faudra voir comment on peut le pousser encore plus loin et d'intégrer les dimensions sociales, de rémunération, notamment des gens qui sont dans la chaîne, etc. Ça n'y est pas encore. Je pense qu'on pourra y arriver. Wim, heb jij een soort lievelingsmerk of een mooi voorbeeld van echt die goed bezig is? Het bedrijf waar ik het meest respect voor heb is Triodos. Ja. Omdat het een bank is die in zijn DNA heeft de wereld verduurzamen. En dus zij gaan ervan uit van de wereld, dus om de wereld te verduurzamen is er kapitaal nodig, moeten er investeringen gebeuren. En zij zeggen van met mij, geld heeft veranderingskracht. Dus laten we er nu voor zorgen dat er zoveel mogelijk geld naar verandering gaat. En als bank kun je natuurlijk sturen, daar kan je op sturen. En zij zijn daarin heel sterk. En dus zij zorgen echt, zij gaan elke euro die zij binnenkrijgen, gaan zij proberen investeren in iets wat de wereld vooruit helpt. En daar zijn ze ook heel zwart-wit in. Zij zijn ook de enige bank die artikel 9 fondsen heeft. Dus de echt donkergroene fondsen. Dus als je bij Triodos belegt, dan weet je dat jouw geld nooit zal gaan naar sectoren die de transitie tegenhouden, zoals olie, automotive enzovoort.
Maar zij zetten ook, zij nemen ook de negatieve aspecten daarin mee. Dus zij zullen nooit een grootbank worden, omdat zij, mochten ze willen een grootbank worden, omdat ze dan beslissingen zouden moeten nemen die de transitie tegengaan. En dus zij doen dat ook niet. Ja. Hè? Dus, alle campagnes die zij doen, gaan altijd meer over. Dus de KPI voor hen is, wat is de verandering die we gebracht hebben, meer dan wat is het geld dat we verdiend hebben. En vandaag kan je daar alleen maar respect voor hebben. Want dat zijn dat soort bedrijven die helemaal 100% voor de transitie. En die ook aantonen dat het kan. Hè? Dat is ook een commercieel bedrijf. Dat is een bank dat, vermoed ik, rendabel is. Dus dat is heel belangrijk om gewoon aan te tonen. Hè? Zoals Tony Chocoloni ook doet in chocolade. Veel mensen zeggen, ja, maar dat is... Als je cacaoboer een eerlijke prijs wil betalen, dat is onhaalbaar economisch. Maar je hebt nu een merk dat aantoont dat je dat op redelijk grote schaal kan doen. Dat is ook heel belangrijk om die voorbeelden te hebben. Dat is ook het geval van Triodos. Stéphane, tu voulais ajouter quelque chose? Là, je vais faire un truc comme ça, en fait, parce que tu vas conclure dans 2 minutes. Oui. Ouais. Et en fait, moi, j'avais envie de rebondir sur la partie de Wim sur l'urgence climatique, etc. Ouais. Et peut-être qu'après, au montage, toi, Oui, très bien. Tu vois, tu peux le mettre. On fait une petite note pour le montage. Ouais. Ce que va dire Stéphane ici, ça vient en réaction. Oui, parce que Wim, effectivement, il pointe l'urgence, et c'est vrai. En même temps, ce que Wim souligne aussi, c'est les changements de comportement qui sont nécessaires maintenant, hein, au niveau de la demande. Hein, on a parlé de ça. Donc, cette demande, c'est un changement de comportement de citoyens ou de consommateurs. Et en fait, moi, je veux juste faire un petit passage là-dessus, dans le sens où on a reçu beaucoup d'informations sur la durabilité, et au fond, elle vient souvent des scientifiques, voire des ingénieurs, qui pendant des décennies ont voulu prouver le bien fondé du discours, et ils y sont arrivés. Ce sont des informations qui sont assez anxiogènes. Ouais. Voilà, quand moi je dis à ma fille qu'en 2050, il y aura 10 milliards d'habitants et qu'il faudra 3 planètes pour nourrir cette population, elle se dit à quoi bon, quoi, hein, et on en parle entre nous. Il y a plein de gens qui disent à ce moment-là, est-ce que ça vaut la peine de changer complètement de surmal, si ça a l'air d'être foutu de toute façon. Quand on écoute Jean Covici, ou qu'on lit son livre, la moitié du livre, on est un peu déprimé, quoi. Voilà, et donc voilà, et ça dans le changement de discours, dans le narratif de transition, il va falloir amener les gens là-dedans. Et le fear factor n'est pas la meilleure chose pour faire bouger les gens. Si on ne parle pas de communication, mais qu'on parle simplement de régime politique et qu'on compare une dictature avec une démocratie, on voit vers quoi mène l'un et vers quoi mène l'autre. Et l'être humain, il a besoin d'espoir, il a besoin d'avancer, il a besoin d'empathie, il a besoin d'épanouissement. Et ça, c'est des messages qui sont positifs. Et donc, nous, on croit qu'on doit rendre cette durabilité, on doit la rendre désirable aussi. Il faut que ça devienne sexy, quoi. Il faut que les gens aient envie d'être aussi dans le moins, qu'ils ont envie pas de se contenter de l'ancien système. Et ça, c'est le rôle de la com. Et pour clôturer, je dirais que moi, j'adore ce quote de David Attenborough qui dit « Saving our planet is not a communication challenge ». Et pour ça, il va falloir, si on veut changer les comportements, il va falloir les rendre désirables, parce que c'est ça qui va faire avancer les gens et les faire changer, ou les aider à changer. Ivo, tu veux rebondir un peu là-dessus? Ah oui, non, mais ça me parle complètement. De base, je pense que j'aurais pas rejoint le shift en tant que challenger si j'étais pas complètement sur cette ligne. Je pense que ma génération, pour moi, ça va pas seulement être le développement durable, c'est que, évidemment, chaque génération a ses propres obstacles. La mienne, ça va être une combinaison de anxiété climatique, d'inflation, la guerre, voilà, on peut faire une liste très longue de choses déprimantes. Mais aussi, tu citais David Attenborough, mais moi, ce que j'adore, c'est un ami à moi qui m'a dit « There is nothing more punk than to be hopeful ». Il n'y a rien de plus punk que d'avoir de l'espoir. Parce que c'est vraiment de regarder en face des perspectives qu'on a et de dire « Voilà, on va quand même essayer ». De mon côté, je pense que beaucoup de gens à qui je parle vont dire évidemment, je veux être plus environmentally friendly, mais il faut faire en sorte que ce soit facile.
ça devrait pas me prendre un doctorat pour acheter la bonne boîte de céréales qui va pas aider à défoncer la planète. Et je pense qu'il y a aussi un côté là-dessus de dire il faut faire en sorte que le choix le plus raisonnable en termes environnementaux soit celui qui requiert le moins de friction. Et pour ça, il y a aussi un côté de communication quantique et ainsi de suite. Qui soit peut-être le plus sympa aussi. C'est ça. Er zijn twee belangrijke... er zijn een aantal obstakels die de transitie naar de duurzaamheid voor de consument moeilijk maken. Eén is inderdaad een gebrek aan kennis. Dat is, hoe kan ik nu weten of dat twee producten zeggen dat ze duurzaam zijn? Hoe kan ik nu zelf evalueren met mijn eigen kennis hoe dat ik dat kan doen? Dus dat is een gebrek aan kennis. Dus daar hebben we nog veel werk om mensen daarin de nodige kennis te geven. Dat is één ding. En nu ben ik even maar ja. Ik was in mijn tweede kwijt. Wacht, wat zei je? Doe wel. Ja, stop. Wacht, hè. Gebrek aan kennis. Sorry. En het tweede element, en dat is een keuze die we gemaakt hebben. Dat is als we kijken naar de prijs van duurzame producten across industries in 2021 in Europa, in de EU, was de prijs van een duurzaam product versus het niet duurzame alternatief was een premium van 75 tot 85%. Dat is een keuze. Dat is een keuze die we maken. Want die 75 tot 85% premium, dat is niet omdat de kosten hoger zijn. Het BN heeft berekend dat de kost om de decarbonizing, dat die maximum 5% is. Dus dat is een keuze die mensen maken om een product in de markt te zetten. Ja. Natuurlijk, zolang, en dan zeggen we van... oude marketingreflex, iets dat nieuw en vernieuwend is, moet een price premium hebben. Voilà. En dan zeggen we, en dan klagen wij over de say-do gap. Van ja, de consumenten willen wel duurzaam. Maar ja, als ze dan voor het schap staan, kiezen ze voor de laagste prijs. Ja, als we 75% premium vragen, dan dat is een enorme barrière. Dus een ander researchbureau heeft berekend, als we de premium maar op 10% zouden zetten, zou duurzaam exploderen. Ja. Dus dat is een uitnodiging naar marketeers. Marketeers hebben beslissingsrecht over prijs. Dat is een uitnodiging naar hen om het te doen, om de keuze te maken, om het te democratiseren. Want een product is maar pas echt duurzaam als het democratisch is. Een product is niet duurzaam als het voor de top 10% is. Dus democratiseer die prijs en dan gaan we dat sociaal normeren. Dat gaat veel makkelijker gaan en dan gaan we veel rapper in die transitie zitten die de klimaatwetenschappers ons vragen om te doen. Misschien hier een persoonlijk voorbeeld om te illustreren. Bij Fairtrade, wat we gezien hebben, is dat we pas hele grote veranderingen hebben gezien in termen van verkochte volumes. Als je eigenlijk per slot van rekening geen keuze meer laat aan de consument. Ik ga een voorbeeld noemen van Lidl bijvoorbeeld. Zij hadden 1 of 2 Fairtrade chocoladerepen in het schap en dat verkocht. Ja, en dat was natuurlijk duurder van de rest enzovoort. Op een gegeven moment hebben ze beslist om alle cacao in een chocoladereep Fairtrade te maken. En dan pas heb je een grote verandering. Plus voor het merk Lidl is dat ook veel makkelijker en veel leuker om erover te kunnen communiceren. Want in plaats van te zeggen, ja, oké, 3% van onze repen zijn Fairtrade, kunnen zeggen van, kijk, oké, wij hebben als bedrijf een keuze gemaakt. En dat is het mooie van marketing, want we hebben over vraag en aanbod gesproken. Bon, le marketing, par définition, c'est gérer la demande, mais c'est aussi gérer l'offre. Et donc, de nouveau, beaucoup de pouvoir, but with great power comes great responsibility. Famous last words, quelque chose que vous n'avez pas dit et que vous voudriez rajouter. Beaucoup de choses, oui, on pourrait encore... vous connaissant, pas mal dit, vous connaissant, on pourrait encore continuer 1 heure ou 2, mais avant qu'on clôture. Ik zal... Mag ik suggereren? Iets dat wij doen is, wij stellen ons elke avond de vraag, met de beslissingen die we vandaag genomen hebben, wat hebben we gedaan? Hebben we de transitie versneld of hebben we ze vertraagd? Dit is een zwart-wit vraag. Er is geen tussenweg. Je kunt niet de transitie... er is geen neutrale positie daarin. Dus alles wat je doet, vertraagt of versnelt de transitie. Dus wij proberen elke dag te kunnen zeggen van we hebben toch de beslissing die wij genomen hebben, die versnellen de transitie. Het lukt niet alle dagen, maar het doel is om op termijn
veel meer dagen te hebben dat je kan zeggen van de transitie hebben we kunnen versnellen, dan dat je zegt de transitie hebben we kunnen vertragen. En het mooie daarvan is dat we ons daar ook als individus veel beter bij gaan voelen. Ja, voilà. Pour moi, mes derniers mots, c'est d'être que le changement vient de toute façon, que ce soit d'un point de vue environnemental, législatif ou économique, et que maintenant la question c'est plus de est-ce qu'il faut changer, est-ce que j'ai les moyens de changer, est-ce que je peux me permettre d'être authentique dans ma communication, c'est que ça va venir dans tous les cas. Donc la question c'est plutôt, un peu pour refléter ce que disait Wim, c'est est-ce que ça va venir vite ou pas vite, et ensuite... On va le subir ou est-ce qu'on va le... Exactement, donc les derniers mots pour moi ça va être un appel, il faut être acteur du changement, il faut prendre les devants et faites-le. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus, bénéfique sur le long terme que vous ne pensez. Et moi, peut-être Moi, j'aime bien toujours un peu les raccourcis. Et souvent, je vois dans les conversations, un des grands freins, ça reste quand même le frein financier et l'inquiétude du PNL et du bottom line, souvent avec des financiers, souvent avec des CEO. Et il y a un truc, je vois que ça leur parle quand on dit ça, et c'est bien, nous on essaie d'avoir ça en tête tous les jours, parce que c'est facile de retomber là-dessus, c'est de se dire à propos du bottom line. Le bottom line n'est pas un problème, mais aujourd'hui tu en as un, demain tu en as 3. Voilà. Ton financial profit needs to be green, enfin vert, dans le vert on va dire. Your people bottom line needs to be in the green as well, and your planet bottom line. And you manage the three. And all three have to evolve together and be green at the same time. Et je trouve que c'est très facile de se poser cette question-là dans tout ce qu'on fait, de se dire, est-ce que c'est profitable pour la boîte, pour Moneywise, c'est plus que c'est profitable pour la planète et pour les gens, et ça se balance pas mal, quoi. On va terminer là-dessus. J'ai une conversation avec le CFO d'une des plus grosses boîtes alimentaires belges, une boîte B2B, qui disait qu'il venait de présenter son rapport annuel et qu'il a commencé par présenter les KPI environnementaux avant de présenter les choses. Sont en train de changer. Super, on pourrait continuer encore pendant quelques heures, ce serait passionnant. Merci beaucoup, Margot. Merci Stéphane, bedankt. Ouais, merci aussi à l'équipe de BAM, Nathalie, Sarah, les autres pour l'organisation. Alors n'hésitez pas à écouter nos 4 autres épisodes et à consulter toujours notre Green Paper qui est sur le site de BAM, donc marketing.be. Il y a bientôt une version en anglais aussi qui va sortir. Voilà, merci à tous et écoutez aussi les autres épisodes. Ouais, merci. Ok, graag gedaan.